La princesse a été défaite lors de la guerre contre les barbares. Capturée, emmenée en fer et portant un collier, elle a été enfermée dans une cellule, réduite à l'état de prisonnière, sur le point de subir d'infinies humiliations et tourments. Aena, la protagoniste, est la capitaine de l'ordre de chevalerie qui dirige l'armée d'expédition vers l'est du royaume. Afin de conquérir des terres, elle a lancé une guerre contre les barbares de l'Est. Cependant, les guerriers barbares ne les surpassaient pas seulement en force physique dans les armures qu'ils portaient, même les balles ne parvenaient pas à les percer. L'armée d'expédition a rapidement été contrainte de battre en retraite pas à pas. Seule la protagoniste Aena a conservé son calme et a ordonné la retraite. Elle est restée de son propre chef pour assurer l'arrière-garde, s'efforçant de gagner le plus de temps possible pour le repli de ses troupes alliées. Mais en levant les yeux, elle a aperçu au loin une silhouette gigantesque qui balayait et projetait tout le monde sur son passage. Le général des barbares avait directement percé les rangs de l'armée d'expédition, brandissant son arme, fonçait tout droit sur la protagoniste. Le général barbare a provoqué la protagoniste en duel. N'ayant plus aucun moyen de reculer, la protagoniste n'avait d'autre choix que de se battre. Ce n'est qu'en le battant qu'elle pouvait offrir une chance de salut aux siens. Elle s'était lancée vers l'ennemi. Ce fut un choc entre la lame de la fine lame et la force brute. La silhouette de Aena était agile, lançant sans cesse des attaques de tous les côtés, tandis que chaque coup de sabre du général barbare était empreint d'une lourde puissance. Jusqu'au moment où les deux parties ont porté leur ultime coup à pleine puissance, l'épée dans la main de la protagoniste s'est brisée au moment de l'impact et s'est plantée dans le sol. Son casque de cristal s'est lui aussi fendu, révélant la moitié de son visage. Le sort de la bataille était scellé. La protagoniste a seulement demandé à son adversaire de lui porter le coup de grâce, mais le général barbare a refusé. Son sourire est seulement devenu peu à peu féroce. Il allait emmener la protagoniste Aena, car elle pouvait lui servir. C'est ainsi que la protagoniste Aena est devenue le trophée de guerre de l'ennemi. Elle a déjà commencé à imaginer le sort qui l'attend. Soit être traitée comme une bête de somme par les barbares, soit devenir une esclave. Ou même, comme l'avait dit le général barbare, finir par devenir leur jouet. Et justement, la porte de la cellule s'est ouverte et une servante barbare est entrée. Elle portait des outils accrochés à la taille, et la protagoniste a supposé qu'elle venait la questionner pour obtenir des informations. Suspendue à nouveau, quel genre de cruel supplice allait-elle subir? Mais aussi cruel que soit la torture, il lui était absolument impossible de céder. Cette phrase semble un peu familière. L'interrogatoire est un peu intense. La protagoniste, Aena, n'en pouvait plus. En réalité, la servante était simplement en train de la laver proprement. La petite lame et la grande pince avaient l'air effrayantes. Elle pensait qu'elles servaient à lui faire subir des sévices, mais elles étaient en fait utilisées pour lui couper les ongles. Une fois cela terminé, on a revêtu la protagoniste Aena d'un ensemble de vêtements neufs et son corps a été enduit d'huile parfumée. La protagoniste ne comprenait pas de quel genre d'interrogatoire il s'agissait, ou s'il existait de nos jours une coutume visant à accorder un traitement de faveur aux prisonniers. C'est exactement à ce moment-là que le général barbare de tout à l'heure est arrivé. Son corps imposant dominait Aena du regard, puis il s'est présenté de lui-même. Il était le fils du chef de la tribu barbare. Aena ne pouvait pas se laisser démonter sur le plan de l'autorité. Elle avait autrefois entendu son grand-père raconter que les barbares sacrifiaient cruellement les femmes qu'ils capturaient, mais Aena n'allait pas s'avouer vaincue pour autant. Il faut savoir qu'elle possédait de nombreux titres. Elle était à la fois la fille d'un seigneur et la capitaine d'un ordre de chevalerie. En faisant le serment sur ces titres, qu'il la tue ou la découpe, elle s'en remettait à son bon vouloir. En entendant cela, le général barbare a été un peu abasourdi. Il n'avait aucunement l'intention de la sacrifier, mais voulait au contraire l'épouser pour en faire son épouse. Ainsi donc, il s'avère qu'il est le protagoniste masculin. La protagoniste n'avait même jamais eu de relation amoureuse. Devoir se marier soudainement lui a fait rougir le visage. D'autant plus que le protagoniste masculin était son ennemi. Le protagoniste masculin ne s'en souciait pas, car les mœurs des barbares étaient simples et rustiques. Les épouses s'arrachaient sur le champ de bataille. La petite graine de sésame dans le creux de la main, la protagoniste venait de dire qu'elle s'en remettait à son bon vouloir, ce qui signifie qu'elle s'est totalement offerte à lui de son propre chef. Et le protagoniste masculin était résolu à ce que ce soit elle et aucune autre. Le croisement des lames était aussi un échange des cœurs. L'escrime de la Aena était d'une très grande droiture, ce qui a fait tomber le protagoniste masculin sous son charme dès le premier regard sur le coup. La protagoniste n'arrivait absolument pas à réaliser. Il s'avérait qu'on était en train de la demander en mariage. Si l'on remonte le temps 7 ans en arrière, Aena avait été nommée capitaine du premier ordre de chevalerie pour partir en expédition vers les afin de châtier les barbares, ce qui correspondait également à son vœu. Mais son frère aîné, un comte, avait sorti une lettre d'invitation, voulant qu'elle se rende au banquet du duc et qu'elle en profite pour se trouver un homme honnête à épouser. Le coche parcourait les rues. L'écart entre les riches et les pauvres dans le royaume était visible à l'œil nu. Les gens du peuple au bas de l'échelle mouraient de faim, et même s'ils participaient à l'expédition vers l'Est, c'était probablement un voyage sans retour. Les nobles, quant à eux, faisaient la fête soir après soir, utilisant la guerre comme un outil pour s'enrichir. Plus la guerre s'éternisait, plus leur portefeuille se remplissait. Les demoiselles de la noblesse semblaient bienveillantes, mais elles se moquaient en réalité du fait que la protagoniste, en tant que femme, aille sur le champ de bataille. Après tout, même la princesse était portée disparue après l'expédition vers l'Est.
Au final, il fallait bien finir par trouver un homme honnête à épouser. La protagoniste était folle de rage, mais n'arrivait pas à l'emporter par les mots. Personne ne se souciait du résultat de cette guerre, il n'y avait que les paysans dont le sort ne laissait que les paysans, le sort des paysans ne laissait que le sort des paysans. Elles en étaient arrivées à ce point, heureusement que la protagoniste est passée par là pour les arrêter. C'étaient tous d'honnêtes paysans, contraints malgré eux d'agiter leurs faucilles contre leurs semblables. S'ils ne le faisaient pas, les membres de leur famille mouraient de faim. La protagoniste ne les a pas punis, elle a retiré son collier et le leur a offert. Cela l'a rendue encore plus déterminée à mener l'expédition vers l'Est et à en ramener la victoire, car c'était le seul moyen de sauver la population plongée dans la misère et la souffrance. Cependant, le jour du départ, le frère aîné est venu trouver la protagoniste le visage sombre et d'un ton réprobateur, lui a ordonné de se marier au plus vite. Puis, le frère aîné s'est transformé en protagoniste masculin, hurlant de faire d'elle son épouse tout en tendant la main vers elle. Heureusement, la protagoniste s'est réveillée, ce n'était qu'un rêve. Mais l'histoire de devenir une épouse était bien réelle. À côté d'elle, le protagoniste masculin dormait à poing fermé. En se retournant, son épée sacrée est sortie du fourreau. Comment la femme chevalier? Elle n'aurait jamais imaginé que, de la grande réticence éprouvée au départ à l'idée d'être forcée d'épouser un barbare, elle finirait par trouver cela si agréable en découvrant plus tard qu'il s'agissait d'un bel homme attentionné. À son réveil, la protagoniste s'est aperçue qu'elle s'était inexplicablement endormie dans la chambre du protagoniste masculin. En regardant à nouveau le protagoniste masculin, il ne portait aucun équipement et disait encore que la protagoniste s'était beaucoup agitée la nuit dernière. Se pourrait-il que tous les deux aient eu un affrontement féroce? La protagoniste ne s'attendait pas à ce que le protagoniste masculin soit un homme sans foi ni loi. Il venait de dire la veille qu'il ne la forcerait pas, et il est passé à l'acte le soir même. Cette fois, non seulement elle était réduite à l'état de prisonnière, mais si en plus elle donnait des enfants à l'ennemi, ce serait un passage pur et simple à l'ennemi. Autant le poignarder à mort dès maintenant. Mais le protagoniste masculin lui a asséné un coup du tranchant de la main. Il a demandé à la protagoniste pourquoi elle ne voulait plus vivre. Pour résumer en une phrase, l'honneur du chevalier. Heureusement, la servante est entrée à ce moment-là et a expliqué que la chasteté de la protagoniste était toujours intacte. Avant d'être ligotée et emmenée chez les barbares, on lui avait administré beaucoup de... Il y en avait beaucoup moins, il y avait quelques effets secondaires. Mais ce que le protagoniste masculin disait ne faisait référence qu'à cela. Par conséquent, il ne s'était rien passé entre eux deux. C'était plutôt la protagoniste qui avait une grande imagination et un talent naturel pour devenir une épouse. En voyant la protagoniste si pleine d'énergie, le protagoniste masculin a été rassuré. Il a invité la protagoniste à venir prendre le petit déjeuner avec lui. Bien sûr, aux oreilles de la protagoniste, cela ressemblait à être élevé en captivité. Elle s'est rappelé que dans sa terre natale, c'était son grand-père qui lui avait enseigné l'escrime, tout en regrettant qu'elle ne soit pas un garçon. C'était son frère aîné qui l'avait aidé à devenir chevalier, tout en pensant à la marier au plus vite. Au contraire, le protagoniste masculin avait jugé que son escrime était empreinte de droiture. En comparaison, il semblait que c'était cet endroit-ci qu'elle préférait. Ici, la protagoniste a commencé à se laisser conquérir pas à pas. À commencer par le petit déjeuner des barbares, elle pensait au départ qu'il s'agirait du fourrage le plus basique, et même si l'autre partie sortait de la nourriture convenable, elle garderait son orgueil de noble et refuserait catégoriquement d'en manger la moindre bouchée. Cependant, à sa grande surprise, les barbares mangeaient si bien dès le matin qu'ils faisaient un repas de viande. Il s'agissait d'un morceau entier de viande rôtie, ce qui donnait tellement envie. Il faut savoir que même dans le pays natal de la protagoniste, en raison des terres infécondes, il était rare de pouvoir en manger, sauf lors des jours de fête. Le mode de vie des barbares consistait pourtant à faire de grands repas à chaque service, et le protagoniste masculin lui a directement coupé un grand morceau de viande. C'était certainement une ruse, la protagoniste avait compris à nouveau. Le protagoniste masculin voulait apprivoiser son esprit avec de la nourriture luxueuse. Elle préférait mourir de faim plutôt que d'en avaler le moindre morceau. N'aurait pas pensé. Son ventre n'a pas été coopératif, et la protagoniste n'avait plus la face pour vivre. Face à cela, le protagoniste masculin a simplement estimé qu'il ne fallait pas gaspiller la nourriture et lui a dit, en riant, de manger. Voyant que la protagoniste refusait toujours d'ouvrir la bouche, la servante avait une solution. Elle s'est approchée de son oreille et lui a chuchoté une chose à voix basse. Le protagoniste masculin était spécialement parti chasser hier pour l'accueillir, uniquement pour qu'elle puisse manger un grand repas. De plus, le protagoniste masculin était le fils du chef de clan, l'équivalent d'un prince chez la protagoniste. Par conséquent, selon l'étiquette de la noblesse, il ne serait pas poli de ne pas manger. La protagoniste a trouvé que ce que disait la servante avait un peu de sens, alors elle allait faire un effort et en goûter une petite bouchée. Après avoir mangé, cela a été un véritable délice sur le champ. C'était tout simplement savoureux à l'excès, tellement luxueux que cela en devenait touchant. Même si la viande était délicieuse, la protagoniste continuait de faire la dure de la feuille. Quant à devenir une épouse, c'était une autre histoire. Au passage, elle était un peu curieuse de savoir de quelle viande il s'agissait. Le protagoniste masculin lui a fait signe de regarder vers la fenêtre là-bas.
La protagoniste a penché la tête et n'a su qu'à ce moment-là qu'il s'agissait d'un dragon, le genre de dragon qui s'est volé. Elle ne s'attendait pas à pouvoir manger de la viande de dragon de son vivant. À ce sujet, la protagoniste n'a plus rien trouvé à redire et a fini de manger. On aurait dit qu'elle protégeait déjà sa nourriture, il s'en fallait de peu qu'elle ne lèche la gamelle jusqu'à ce qu'elle soit propre. Après le repas, le protagoniste masculin a voulu emmener la protagoniste dehors pour lui faire visiter le territoire des barbares. La protagoniste continuait de faire la dure. Qu'y avait-il donc de beau à voir? Cependant, dès qu'elle a franchi la porte, ce qui s'est offert à ses yeux était une vitalité verdoyante et débordante. Les barbares vivaient en réalité sur une terre d'abondance. De plus on s'enfonçait dans la forêt, plus les créatures apparaissaient fréquemment. Même les dragons étaient des bêtes sauvages que l'on pouvait croiser partout. La protagoniste s'habituerait très vite à la vie ici. Le protagoniste masculin l'a emmené devant une magnifique cascade. Bien sûr, ce genre de paysage naturel n'existait vraiment pas dans le pays natal de la protagoniste. Si le protagoniste masculin l'avait emmené ici, c'était aussi pour une autre raison. Enlever les équipements pour se laver proprement. Et ce, sans distinction entre hommes et femmes. Les coutumes des barbares étaient d'une grande témérité. La protagoniste ne pouvait pas l'accepter, elle a donc chassé le protagoniste masculin et n'a gardé que la servante. Seulement, bien que le protagoniste masculin soit parti, le bain de la protagoniste devait toujours être observé, car il y avait encore toutes sortes de bêtes sauvages dans la rivière. Heureusement, elles étaient très dociles et ne faisaient que nager et se promener à côté de la protagoniste. La protagoniste n'en pouvait plus, c'était carrément comme une diffusion en direct. Elle ne se lavait plus et voulait rentrer immédiatement. Cependant, elle a croisé le protagoniste masculin à mi-chemin. Se pourrait-il qu'elle aille vraiment se faire souiller? La protagoniste s'est dit de ne pas approcher, mais en regardant de plus près, le protagoniste masculin n'était pas un homme laid. Il s'avère que le protagoniste masculin s'était coupé la barbe. Pas besoin de deviner, il avait effrayé les bêtes sauvages pour les faire fuir, tout comme lorsque sa mère avait épousé un barbare à l'époque. D'après ses paroles, la protagoniste pouvait déduire que sa mère était très probablement une femme chevalier elle aussi, mais sans savoir exactement de qui il s'agissait. C'est à ce moment précis que la protagoniste a éternué. Le protagoniste masculin lui a aussitôt mis son propre manteau sur les épaules. Ce comportement galant a fait chanceler le cœur de la protagoniste en un instant. En comparaison, l'image qu'elle avait du protagoniste masculin était celle d'un oncle barbare. La protagoniste avait le visage brûlant et rouge. Le protagoniste masculin s'est transformé en un homme attentionné, portant la protagoniste dans ses bras avec délicatesse, sans oublier de féliciter la protagoniste en disant qu'elle était aussi légère qu'une plume. Cette fois, la protagoniste s'est complètement effondrée et est passée du côté de l'ennemi à la vitesse de la lumière, jusqu'à ce que la servante vienne appeler le protagoniste masculin. Le beau rêve s'est brisé. La protagoniste a tourné la tête et a regardé. Plus elle regardait, plus elle trouvait que ce visage lui était un peu familier. C'est bien la femme sur laquelle le protagoniste masculin a jeté son dévolu. Avec cette posture, elle réussissait encore à lui donner une gifle. En écoutant la servante, la protagoniste n'a su qu'à ce moment-là que toutes les autres zones abritaient des bêtes sauvages dangereuses. Celles que la protagoniste avait croisées aujourd'hui étaient les plus dociles. C'était le protagoniste masculin qui avait inspecté les lieux à l'avance et sélectionné ce lieu béni pour la protagoniste. Tant qu'il pouvait voir les différentes expressions amusantes de sa bien-aimée, le protagoniste masculin estimait que ce voyage n'avait pas été fait en vain. La protagoniste s'est contentée de tourner la tête avec coquetterie, refusant en apparence de reconnaître qu'elle était l'épouse, mais pensant intérieurement que le protagoniste masculin une fois la barbe rasée était plutôt pas mal. Si ce n'est que la durée de conservation n'était pas longue. Après quelques jours seulement, elle avait déjà repoussé. La femme chevalier n'aurait jamais imaginé qu'après avoir été réduite à l'état de prisonnière, emmenée par le protagoniste masculin visiter le village barbare, elle se ferait bloquer à l'entrée du village par un groupe de guerriers qui voulaient lui chercher querelle. La protagoniste pense sur l'épaule pour la calmer, puis il a pris une profonde inspiration et a lancé un ordre pour que les guerriers barbares accueillent d'abord la protagoniste, le combat attendrait plus tard. L'intention meurtrière des guerriers a été remplacée par des rires et des joyeux propos. La voix du protagoniste masculin était forte comme le tonnerre, c'est pourquoi on l'appelait aussi le tonnerre. Sous un autre de ses ordres, les guerriers barbares se sont retirés de manière disciplinée des deux côtés du chemin, formant une aide d'honneur pour accueillir l'arrivée de la protagoniste. La protagoniste a été un peu intimidée par cette prestance, mais bien sûr, pour l'instant, la protagoniste allait d'abord visiter le village des barbares. En chemin, on pouvait voir que les hommes et les femmes barbares avaient une nette répartition des tâches. Les hommes s'occupaient principalement de sortir chasser et faire la guerre, tandis que les femmes restaient à la maison pour gérer la logistique. Cette petite vie n'était pas moins bonne que celle du pays natal de la protagoniste. De la fumée de cuisson s'élevant du toit émanait le parfum de la vie. Justement, cette famille était en train de faire chauffer de l'eau. Le protagoniste masculin a pour d'abord vérifier le feu. Bien que la maison des barbares soit sommaire,
Le thé préparé au quotidien était de premier ordre. Même la protagoniste, en tant que noble, le trouvait délicieux. Cependant, la protagoniste a découvert un endroit étrange, car cette maison était occupée par 2 pères de mère et fille, et le père des enfants restait introuvable. Dès que la protagoniste a posé la question, elle a appris que leur mari était décédé depuis très longtemps, mort sous les lames de l'armée d'expédition de la protagoniste. En se plaçant du point de vue de l'ennemi pour regarder la protagoniste, elle n'a compris qu'à ce moment-là à quel point la guerre qu'ils avaient lancée était cruelle, privant des femmes de leur mari et des enfants de leur père. La protagoniste était incapable de se montrer froide et insensible, mais elle ne présenterait pas non plus d'excuses. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était affronter ses propres fautes. Elle était là, prête à tout moment à laisser les ennemis d'en face se venger. Mais sur le visage des femmes barbares, on ne voyait pas la moindre rancœur. Bien que le départ de leur mari les ait rendus très tristes, ceux-ci étaient morts au combat pour défendre leur foyer. De plus, la vie d'un homme barbare était en grande partie ainsi. La chasse et le combat étaient toujours accompagnés de dangers, mais il fallait obligatoirement y aller. Même le sacrifice était chose courante. Par destin, la protagoniste a été sous le choc. Le décès, pour les barbares, était comme une chose banale. Tout au plus s'agissait-il d'assister à un banquet funèbre. Cependant, c'est à ce moment précis que le son d'une flûte de dragon s'est fait entendre à l'extérieur. Des dragons ont attaqué le village barbare, et l'un d'eux s'est posé juste sur la maison où se trouvait la protagoniste, détruisant instantanément la moitié de la bâtisse. La servante l'a reconnu. C'était un dragon extincteur de feu. Généralement, ils mettent le feu à la montagne et la fumée les attire. Ce dragon était bien avisé, il savait qu'il ne fallait pas jouer avec le feu. La protagoniste a dit à la servante et aux autres de s'enfuir, tandis qu'elle restait pour se battre. Elle ne pouvait pas l'accepter. Les barbares méprisaient trop la vie. C'est pourquoi, même n'ayant que des pinces à feu, fermement sa gueule, puis de laisser le protagoniste masculin trancher la tête d'un coup de sabre pour régler l'affaire. La servante a trouvé le protagoniste masculin en toute hâte. Avant même qu'elle n'ait pu finir de parler, le protagoniste masculin s'est transformé en un mari protecteur et s'est élancé comme une fusée. La protagoniste ne faisait que poser tout à l'heure. Une fois le vrai combat engagé, il ne lui restait plus qu'à fuir en se faisant poursuivre par le dragon extincteur de feu. Bien sûr, le problème venait principalement de son arme. La pince à feu infligeait non seulement des dégâts extrêmement faibles, mais sa durabilité était telle qu'elle se brisait après quelques coups. Le dragon extincteur de feu s'apprêtait à donner un coup de tête mortel à la protagoniste. La protagoniste a vu sa vie défiler devant ses yeux. Mais ce qu'elle voyait, c'était les barbares. Alors qu'elle était encore en train de les envahir il n'y a pas si longtemps, dire maintenant qu'elle voulait les... Pour résumer en une phrase, du beau travail. La protagoniste était non seulement émue, mais aussi touchée. Il semblait que ce n'était qu'après être arrivé de faire des enfants avec le protagoniste masculin. 3 petits êtres volants sont soudainement apparus. La protagoniste a cru qu'elle avait des hallucinations dues à l'alcool. Après avoir vérifié à plusieurs reprises, elle a découvert avec stupeur que c'était bien réel. Justement, le protagoniste masculin est venu pour dire à la protagoniste de rester calme, car derrière lui se trouvait quelque chose d'encore plus palpitant. La protagoniste a jeté un coup d'œil. Un groupe de personnes s'avançait tout joyeusement. Il y avait un bel homme aux longues oreilles, un vieillard de petite taille, et même une créature végétale plantée dans le sol. La protagoniste était tellement stupéfaite qu'elle en restait muette. Après tout, cette combinaison ne se rencontrait que dans les contes de fées. Le vieillard lui a offert une arme dès leur rencontre. La protagoniste a vu au premier coup d'œil qu'il s'agissait d'un objet de haute qualité. La lame était gravée de runes capables d'enchanter et le matériau provenait du secret des contes de fées. Arrivé là, l'identité du vieillard était bien évidente. C'était un nain. Tous les 3 étaient les anciens de la race des nains, ces 2 autres étaient le moine et l'esprit de l'arbre, et enfin le petit être du début était le grand ancien des fées. La protagoniste n'a pas pu revenir immédiatement de sa stupeur. Après tout, ces choses existaient vraiment. Elles étaient les voisines du protagoniste masculin et des barbares. Réunies, elles formaient les 5 grandes races vivant ensemble sur cette terre. Avec le temps, elles avaient formé une alliance. Mais cette alliance n'était pas vraiment formidable. En général, elles se rassemblaient juste pour boire un coup ensemble. Quant à faire la guerre avec le pays natal de la protagoniste, l'alliance ne s'en souciait absolument pas, car elles avaient une menace encore plus grande. C'était une existence encore plus puissante que les dragons. Les monstres. Comparés à eux,
l'armée d'expédition de la protagoniste ne faisait absolument pas le poids. Bien sûr, pour l'instant. Peu importe tout cela, l'important était de célébrer. Tant qu'on buvait ce bol de jus d'arbre spirituel, la protagoniste et le protagoniste masculin réussiraient à coup sûr à faire un enfant d'ici peu. Ah, très cher frère, mes mains ne sont pas adaptées. Je te donne tout ce que j'ai apporté. Plusieurs anciens ont offert leur bénédiction à la protagoniste. En plus de cela, ses vêtements ainsi que ses bijoux avaient eux aussi été confectionnés avec soin et lui avaient été offerts par eux. Cette épée avait même reçu du moine la capacité de se réparer automatiquement. C'est en partageant ainsi les techniques et les ressources les uns avec les autres qu'ils avaient obtenu la culture spirituelle et la vie matérielle actuelle. Comment une terre aussi féconde ne susciterait-elle pas l'envie de la protagoniste? Le lendemain, la protagoniste a dormi jusqu'à midi avant d'être réveillée par la servante. S'étant levée trop précipitamment, elle a donné sans le vouloir un coup de tête à la servante. En tournant la tête, elle a vu à nouveau le protagoniste masculin passer d'un tonton à un bel homme. La protagoniste a encore englouti 2 morceaux de pain d'un coup avant d'être emmenée par le protagoniste masculin pour rencontrer quelqu'un. L'autre personne était une connaissance de la protagoniste. Quand il l'a dite, la protagoniste était un peu interloquée. Après tout, il s'agissait du camp ennemi, d'où pouvait bien lui venir une connaissance ici. Arrivée sur place, elle n'a vu qu'une femme borgne. Bien qu'elle soit enceinte, elle est quand même sortie accueillir la protagoniste. La protagoniste ne l'a pas reconnue. « Désolé, qui êtes-vous » La femme enceinte s'est alors présentée à la protagoniste. Il s'avérait qu'elle était une ancienne subordonnée de la protagoniste. L'ancienne subordonnée qui était dans l'armée d'expédition avec la protagoniste a été encerclée par l'ennemi, s'est retrouvée plongée dans un combat acharné, a finalement perdu un œil sous les coups de l'ennemi et a été réduite à l'état de prisonnière. Il n'était donc pas étonnant que la protagoniste n'ait pas pu la reconnaître. Lorsqu'elle l'a reconnue, ce fut un nouveau cri de surprise. Après tout, elle avait déjà un enfant, et même un deuxième en route, et son mari était l'homme qui l'avait vaincue. Plus tard, la subordonnée a été demandée en mariage peu après, et sans s'en rendre compte, elle s'était habituée à la vie ici. La vie chez les barbares ne comportait pas trop de règles, la subordonnée pouvait même appeler le protagoniste masculin petit frère. Il s'avérait que son mari était le cousin germain du protagoniste masculin, et le protagoniste masculin n'avait que 18 ans cette année. En comparaison, la protagoniste, âgée de 26 ans, donnait l'impression d'être une vieille vache qui mange de l'herbe tendre. C'est à cet âge qu'on a du charme, et c'est justement ce qui plaît au protagoniste masculin. Bien sûr, le protagoniste masculin pensait aussi qu'il aurait été préférable de naître un peu plus tôt, car il aurait ainsi pu enlever la protagoniste plus tôt. Il n'y aurait pas eu d'écart d'âge. À ce sujet, la protagoniste a exprimé son désaccord parce que le protagoniste masculin considérait le fait de l'avoir battue comme allant tellement de soi. Ce que voulait dire la protagoniste, ne s'agissait-il pas de dire qu'elle pouvait devenir son épouse? Après avoir entendu cela, le protagoniste masculin s'est contenté de rire. Il s'est rendu compte que la protagoniste était toujours une chevalière, il a donc baissé la tête et présenté ses excuses très solennellement. La servante ne comprenait pas très bien ce qui se jouait là. Ce n'est qu'après les explications de la subordonnée de la protagoniste qu'elle a compris. En réalité, si le protagoniste masculin avait pu vaincre la protagoniste à l'époque, c'était principalement en s'appuyant sur l'écrasante supériorité de son équipement. Par conséquent, dire qu'il s'agissait d'un match nul n'était en fait pas exagéré. Ainsi, le fait que le protagoniste masculin soit convaincu tout à l'heure d'être capable de toujours vaincre la protagoniste manquait un peu de politesse envers une chevalière. Bien sûr, ce n'était pas une mauvaise chose non plus. On présenta sincèrement des excuses, la relation de couple pouvait être durable et harmonieuse. Où ça, qu'est-ce que tu forces à faire là sans rien avoir? C'est à ce moment précis que le mari de la subordonnée de la protagoniste est revenu avec l'enfant. L'image de cette famille de 3 personnes a fait perdre un peu le fil à la protagoniste. D'une femme chevalier à une mère, le changement gigantesque chez sa subordonnée lui laissait une impression sans savoir quoi en penser. Mais sans l'ombre d'un doute, c'était l'expression la plus heureuse de sa subordonnée, suscitant l'envie, au point de lui faire lâcher malgré elle. C'est vraiment bien. Avec l'exemple donné par sa subordonnée, la bienveillance de la protagoniste envers le protagoniste masculin augmentait silencieusement. Depuis le moment où elle ne savait rien de cette terre jusqu'à celui où elle a découvert toutes sortes de modes de vie et de culture, la protagoniste a enfin compris que les barbares n'étaient pas barbares,
et a compris à quel point son invasion était ridicule. Elle ne pouvait pas oublier sa patrie ni sa propre mission. Sauver la population plongée dans la détresse avait toujours été son vœu, c'est pourquoi elle ne pouvait pas répondre aux attentes du protagoniste masculin. Mais en mettant de côté les devoirs de chevalier, sortir avec le protagoniste masculin n'était pas impossible non plus. La femme chevalier n'aurait jamais imaginé qu'alors qu'elle était capturée chez les barbares et qu'elle était déjà passée à l'ennemi, l'armée d'expédition n'envoie qu'une seule prêtresse pour la sauver. Mais c'était déjà trop tard. La protagoniste avait été apprivoisée depuis longtemps. Après tout, le traitement de la vie chez les barbares ne risquait pas d'être mauvais. Il faut savoir que la protagoniste n'était là que depuis quelques jours qu'elle avait déjà reçu une nouvelle arme. Chaque jour, n'ayant rien à faire, elle fendant du bois pour passer le temps, et le ménage était entièrement laissé à la servante. Bien sûr, ce n'était pas que la protagoniste ne voulait pas le faire, mais elle ne savait pas le faire. En général, lorsqu'on était apprenti chevalier, on faisait les corvées en même temps. Hélas, avec la pression aristocratique de son grand-père à l'époque, la protagoniste était devenue une chevalière choyée. Heureusement, aujourd'hui, le protagoniste masculin lui avait organisé un programme, mené un groupe de guerriers barbares pour livrer une grande bataille contre elle. Les guerriers étaient survoltés et la protagoniste était ravie de se battre. De plus, son armure de l'époque était toujours conservée, mais le casque était endommagé et inutilisable. Mettre une armure était un savoir-faire, et on ne savait pas si c'est technique. Ces guerriers barbares étaient encore plus enjoués, trépignant d'impatience à l'idée d'en découdre. Bien sûr, comme il s'agissait d'un entraînement, les armes avaient été remplacées par des épées en bois. Le premier à entrer en scène était un jeune gars barbare, il avait tout d'un personnage secondaire. En regardant à nouveau la protagoniste, tout son corps dégageait des éclairs bleus. Sans surprise, le combat a pris fin à peine commencé, et après avoir reçu un coup fatal, le jeune homme n'a plus pu se relever. Le deuxième à entrer en scène était le père du jeune homme. Il est venu d'un air menaçant pour venger son fils, mais tous deux avaient non seulement les mêmes passes, mais aussi la même posture en se faisant battre. Il s'est pris un double coup. Le troisième guerrier barbare était un peu plus impressionnant. Son armure avait l'air nettement hors du commun, et son arme consistait à faisait eux aussi la queue pour se faire battre un par un. La servante était sous le choc, il s'avérait que la protagoniste était si forte. Cela oblige à mentionner une chose appelée la volonté, d'autant plus puissante. Appliquée au protagoniste masculin et à la protagoniste, la volonté leur accordait une force encore plus elle était heureuse, et il y avait aussi un deuxième programme. Une nouvelle est soudainement arrivée de la forêt indiquant qu'un dragon de la floraison sylvestre blessé s'approchait du village. Le protagoniste masculin a alors emmené la protagoniste pour chasser, et tous deux sont arrivés immédiatement sur les lieux. Peu après, un groupe de barbares a débouclé en courant, suivi de près par un dragon de la floraison sylvestre blessé. Les barbares l'ont attiré vers un piège, et il a enfoncé sa patte dans un trou de terre. Sur l'ordre du éliminé en un coup d'épée. Lorsque le protagoniste masculin s'est avancé pour examiner, il a découvert que la blessure du dragon de la floraison sylvestre était une brûlure, mais ce n'était pas une flamme ordinaire. Cela ressemblait davantage à ce qui était causé par le rituel des moines. Cependant, même pour un rituel, il fallait un vecteur de combustion, et cela aurait dû laisser des traces de calcinement. Par conséquent, le coupable était très probablement quelqu'un du camp de la protagoniste. En y réfléchissant, la protagoniste s'est dit qu'il était en effet possible qu'il y ait des prêtres de l'ordre religieux dans l'armée d'expédition. Ils étaient capables de déployer une force spéciale appelée miracle. C'est à ce moment-là que l'ancien des fées a apporté une nouvelle. Une personne utilisant le rituel sans vecteur était venue dans la forêt, et si elle continuait à l'utiliser, cela donnerait naissance à une chose appelée sédimentation, ce qui était précisément le monstre mentionné plus tôt par le protagoniste masculin. Lorsque le protagoniste masculin et la protagoniste sont arrivés sur place, ils ont vu un prêtre tenant un livre lumineux à la main. L'autre partie semblait utiliser. Le prêtre ne ressemblait pas à une personne normale, il n'était donc pas très facile de discuter avec lui. Depuis 700 ans, 17 expéditions vers les menées au nom de la justice avaient gravé la conception des barbares comme ennemis au plus profond de son âme. Bien sûr, il s'inquiétait principalement de savoir si la chasteté de la protagoniste était préservée. Le prêtre, sans dire un mot de plus, a levé la main pour lancer un rituel. Sur cette terre, il pouvait utiliser les miracles selon son bon plaisir, estimant que la volonté divine reposait sur lui.
Il a tendu la main pour accueillir le retour de la protagoniste, mais la protagoniste s'est contentée de jeter un coup d'œil au protagoniste masculin et est restée immobile sur place, ayant manifestement fait son choix. Voyant cela, le prêtre a pété les plombs, a ouvert son livre pour envoyer du lourd au protagoniste masculin. Il a utilisé plusieurs rituels, et 6 flèches ont tiré simultanément vers le protagoniste masculin. Heureusement, la barre de vie du protagoniste masculin était épaisse. Une attaque de ce niveau n'a fait que dégager un peu de fumée. Il a tendu la main pour serrer la protagoniste dans ses bras, le sens étant très clair. Cela signifiait que la protagoniste était à lui. Le prêtre a complètement pété les plombs, s'apprêtant à accumuler une force encore plus grande contre le protagoniste masculin. Cependant, pendant la période d'accumulation de force, les arbres environnants ont commencé eux aussi à se dessécher.